Qu'en est-il? Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la publication et de la disponibilité des décisions judiciaires? Ce n'est pas du tout évident. Si vous prenez un pays comme le vôtre, la France, les décisions sont systématiquement reprises sur les sites uniquement de trois juridictions, les trois grandes juridictions de la République, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Pour le reste, c'est beaucoup moins évident et on va tomber dans, comment dire, on va dépendre largement des publications juridiques. En Belgique, il en va de même. Seules les décisions de la Cour constitutionnelle sont systématiquement publiées, d'ailleurs au Moniteur belge, ainsi que celles du Conseil d'État qui sont sur le site du Conseil d'État. Même la Cour de cassation ne publie pas systématiquement ses décisions sur le site de la Cour de cassation. Il n'y a qu'une partie des arrêts de la Cour de cassation qui sont repris parce qu'il faut reconnaître que, mesdames et messieurs, les conseillers de la Cour de cassation ne sont pas toujours très fiers de leur prose et il y a un certain nombre d'arrêts qu'ils préfèrent garder, non pas secrets, je vais dire, mais non publiés. C'est bien entendu questionnable parce que ça pourrait être intéressant pour certains praticiens du droit de connaître justement ces autres arrêts. Donc pour les autres juridictions, comme en France, on est largement dépendant des maisons d'édition juridiques que vous connaissez bien. Ça a la particularité un peu interpellante aussi d'être un secteur oligopolistique qui ne sont pas très nombreux dans le domaine. Et c'est aussi un peu paradoxal dans le fonctionnement des pays. Si vous prenez un pays comme la Belgique, qui est un pays de 11 millions d'habitants, donc c'est un sixième de la France en population, eh bien vous devez réaliser qu'en 2013, je n'ai pas le dernier chiffre, en Belgique, l'État belge payait aux maisons d'édition juridique et à leur site 13 millions d'euros par an pour que les magistrats aient accès à des banques de données des décisions judiciaires. C'est un peu extraordinaire que dans un pays, il faut payer des sociétés privées pour connaître les décisions de justice rendues par les tribunaux de ce pays. Il y a une situation qui est économiquement et même dans le mécanisme du fonctionnement de l'État pas tout à fait normale. Donc on était confronté à un moment à une double nécessité d'avoir une banque de données des décisions judiciaires fiables, complètes et utilisables, et également de régler le problème du prononcé à l'audience des décisions judiciaires qui devraient, en théorie du moins, tout être prononcé en audience publique. Et le conférencier précédent a bien souligné qu'il y avait une tendance à ce que les conclusions soient de plus en plus longues et dès lors, par ricochet, les jugements également. On a même connu une situation extrême en Belgique. On a eu une affaire que vous n'avez sans doute pas connue en France, et c'est bien normal que messieurs les informaticiens ici présents auront sans doute connu, qui est l'affaire Lernout et Hauspie. Lernout et Hauspie étaient deux ingénieurs informaticiens belges qui se sont mis en tête, c'était une bonne idée à la base, de faire un programme très développé de traduction informatique de documents, de textes, de discours. C'était un projet qui est né il y a plus de 20 ans et qui a attiré très fort les investisseurs en Belgique, essentiellement dans la partie flamande du pays, parce qu'il y a un peu de nationalisme dans cela. Beaucoup de Flamands se disaient « Ah, on va enfin avoir une grande entreprise informatique digne des GAFA, et ce sera Lernout et Hauspie ». Et ils ont investi des centaines de millions dans ce projet. Et je pense qu'à l'époque, malheureusement, même si messieurs Lernout et Hauspie étaient des gens sans doute intelligents, je pense que les moyens techniques n'existaient pas pour réaliser le projet qu'ils auraient voulu réaliser. Donc l'entreprise s'est cassée la figure, est tombée en faillite, il y a eu des plaintes pénales et ça a fait un procès particulièrement retentissant devant la Cour d'appel de Gand. Et la Cour d'appel de Gand a rendu dans ce procès son arrêt, et son arrêt ne faisait que 2100 pages. Alors, quand vous connaissez l'obligation de prononcer en audience publique les décisions judiciaires, imaginez, faites l'exercice si vous vous ennuyez, allez à votre librairie favorite, achetez par exemple Les Misérables, allez vous installer dans le cabanon au fond du jardin et commencez à lire à haute et intelligible voix Les Misérables jusqu'à la dernière ligne de ce formidable roman.
à la fin, je crois que ce sera vous qui serez misérables. Et les conseillers à la Cour d'appel de Gand n'ont pas voulu s'exposer à ça, ils n'ont pas voulu lire en public les 2100 pages de leur arrêt, ils n'en ont lu que le dispositif, et ils ont publié sur leur site, le site de la Cour d'appel de Gand, pour que tout le monde puisse le consulter, l'entièreté de la décision. Ce n'était pas tout à fait conforme à l'article 148 de la Constitution belge qui prévoit que les jugements et arrêts doivent être rendus et prononcés en audience publique. Évidemment, il y a un gros malin qui a profité de ça pour faire un pourvoi en cassation contre le fameux arrêt de 2100 pages. Et quand même, entre magistrats, on se tient, il a été débouté. Mais ceci a suscité dans le chef des autorités judiciaires et politiques belges une réflexion sur la nécessité de faire en quelque sorte d'une pierre deux coups, de supprimer cette obligation de prononcer en audience publique et en même temps de mettre sur pied une banque de données des décisions judiciaires des cours et tribunaux. Je parle que des cours et tribunaux parce que le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle ne font pas partie du système de l'ordre judiciaire. Ils dépendent l'un, la Cour constitutionnelle, du Parlement, le Conseil d'État du ministère de l'Intérieur, car comme en France, c'est une juridiction administrative. Donc on a initié une réflexion pour constituer ce qu'on a appelé en Belgique un registre central des décisions judiciaires, mais peu importe la façon dont on appelle ça, c'est le même concept. Et par la même occasion, pour prévoir dans un texte de loi que lorsqu'un jugement sera rendu, sauf cas exceptionnel, j'imagine un référé d'hôtel où vous allez frapper à la porte du président du tribunal pour voir une décision immédiate, mais ou sinon, en principe, dès qu'une décision judiciaire est rendue, elle est immédiatement dématérialisée pour pouvoir la mettre dans la banque de données ouverte et supprimer tout ce problème. La création d'une telle banque de données, je vais parler en termes généraux, même si vous devez savoir qu'en Belgique, on a progressé dans ce projet. Il y a à présent un projet de loi sur la constitution de cette banque de données et sur l'obligation de ne plus prononcer l'entièreté de l'arrêt ou du jugement en audience publique. Donc on a assez avancé. Ce projet de loi a été soumis par le gouvernement au Conseil d'État de Belgique, parce qu'en Belgique, tous les projets de loi sont les documents, les projets qui sont présentés au Parlement par le gouvernement. Si c'est présenté par un député, c'est une proposition de loi. Les projets de loi doivent obligatoirement être soumis au Conseil d'État. Je vous le dis parce que je vais tout à l'heure vous lire un bref extrait de l'avis du Conseil d'État. Et alors, vous voyez, la constitution d'une telle banque de données pose trois questions fondamentales qui se poseront dans tout pays, dans toute institution. C'est le premier, quelle doit être la gestion de cette banque de données. Le deuxième, c'est quel doit être son contenu. Et le troisième, c'est quel doit en être l'accès. Ces trois questions résument assez bien les trois problèmes auxquels sont confrontés les législateurs qui veulent mettre sur pied ce type de système. Je pense qu'en ce qui concerne la gestion de la banque de données, le pouvoir judiciaire doit très certainement y être associé. Certains juges gardent la tentation de considérer que les arrêts et jugements qu'ils rendent sont en quelque sorte leur bébé, sont à eux. Dans nos pays, il n'y a aucun doute à ce sujet, ils n'ont absolument aucun droit de propriété intellectuelle sur les jugements et arrêts qu'ils rendent. Tout simplement parce que les documents de l'administration publique, de façon générale, ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle. C'est notre norme et elle est saine et démocratique. Mais il est nécessaire, évidemment, que les magistrats soient aussi associés pour donner des garanties de protection de la vie privée pour les gens qui pourraient être mentionnés ou identifiables dans les décisions, pour trancher les questions qui seraient liées à l'anonymisation, également pour assurer une qualité dans la publication, car finalement, évidemment, c'est eux qui ont rendu les décisions.
Mais il est également important, je pense, d'associer au fonctionnement d'une telle banque de données et à sa gestion d'autres partenaires, comme les avocats par exemple. Parce qu'il ne suffit pas de créer une banque de données. Créer une banque de données où on va entasser les milliers et milliers de jugements arrêts est un exercice qui ne servirait pas à grand-chose. Ce qui est évidemment l'exercice essentiel, ce sera de définir les outils d'exploitation de la banque de données, les algorithmes, et ça, ces outils d'intelligence artificielle, le choix, la façon dont on va les programmer, c'est également une décision qui a une dimension politique. Ce n'est pas une dimension, à mon avis, purement technique. Faut-il associer d'autres personnes, des représentants du pouvoir politique, des représentants du monde, de la société civile? La question mérite en tout cas d'être posée. C'est une question, je pense, qui est plus politique que juridique. Et le débat existera. Malheureusement, en Belgique, la décision qui a été prise était de limiter la gestion aux magistrats, aux parquets, et de ne pas, même pas faire appel aux avocats dans l'organe de gestion, ce que, n'est-ce pas, nous contestons avec une certaine violence. D'ailleurs, dans l'exposé des motifs, car le gouvernement en est quand même conscient de l'importance que présente cette banque de données, la problématique de la définition des outils informatiques est abordée. Je vais vous lire ce document. Je n'ose pas, en présence d'éminents informaticiens, parler moi-même, donc je vais lire l'exposé des motifs du gouvernement belge, parce que si ça ne ressemble pas à grand-chose, au moins je sais que ce n'est pas ma faute. Et qu'est-ce qu'ils écrivent pour soutenir comme finalité du registre central? Ils disent qu'un des buts est de soutenir par des algorithmes, des algorithmes et des outils informatiques, inclus par exemple le traitement de ces données par des algorithmes qui assisteraient les magistrats en amont dans la préparation de leurs décisions, par exemple par le Case Law Enhancement, en anglais dans le texte, à savoir le recours à des techniques de traitement du langage naturel, Natural Language Processing, toujours en anglais, pour identifier et créer de nouvelles options de recherche, outre les recherches par mots-clés ou en texte intégral, et ou pour établir un lien entre les données du registre central et les données d'autres sources pertinentes, par exemple la banque de données de législation, banque de données de doctrine, etc. On peut également penser par exemple à la création de synthèses automatiques de décisions judiciaires. On balaye très très large dans les outils informatiques qu'on envisage de créer pour exploiter cette banque de données. Vu une telle ambition, il nous apparaît en tout cas au niveau des avocats important que l'organe de gestion d'un tel outil ne soit pas limité à la magistrature et inclut d'autres composantes du monde judiciaire, dont les avocats, voire même du monde politique, de la société civile. Deuxième question qui va se poser, c'est le choix des décisions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre toutes les décisions judiciaires dans une telle banque de données? Ceci rencontre en tout cas deux préoccupations. D'abord, c'est une garantie d'impartialité. On ne sélectionne pas, parce que sélectionner, c'est toujours un choix. Et un choix, quoi qu'on le veuille, un choix est toujours un peu partial. Et c'est également une façon de rencontrer le requis du prononcé public de toutes les décisions. Si toutes les décisions sont absolument toutes dans une banque de données consultable, au moins on a rencontré cette préoccupation qui est importante dans une société démocratique. Si on met toutes ces décisions, et même si on ne les met pas toutes, se pose également la question de la protection de la vie privée. Dans quelle mesure faut-il anonymiser les décisions qui vont être mises dans cette banque de données? Le choix qui est fait par le législateur belge à ce stade sera d'anonymiser les décisions dans la mesure où elles sont consultables par un large public. Ça, c'est le choix qui a été fait.
Mais c'est un vaste travail, parce que non seulement il ne faut pas indiquer le nom des parties, mais si on veut vraiment poursuivre la protection de la vie privée, il faut s'assurer que les parties ne puissent pas être reconnues par la simple lecture du jugement. Donc il faut à cet égard faire un certain travail et qui est défini comme suit par le Conseil d'État de Belgique dans l'avis qu'il a rendu à propos du projet de loi du gouvernement sur la création de ce registre des décisions judiciaires. Alors, qu'a dit le Conseil d'État? Il a dit le processus devant conduire, en Belgique on ne dit pas l'anonymation, on dit la pseudonymisation des décisions de justice, ne présente à l'évidence pas seulement un impact strictement technique, la pseudonymisation, en ce qu'elle ne porte pas uniquement sur l'identification des parties et des tiers cités ou impliqués dans des décisions de justice, nom et domicile, mais sur toutes les données qui seraient susceptibles de permettre l'identification, voire la réidentification de celles-ci, peut nuire à l'intelligibilité des décisions et partant risque d'altérer le sens originaire de celles-ci. C'est notamment ce risque qui oblige, même en cas de recours à des applications informatiques spécialement conçues à cet effet et en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, de prévoir, comme le fait à bon escient le projet, un contrôle humain du résultat de la pseudonymisation. Dès lors qu'il est potentiellement touché à l'intelligibilité des décisions de justice et partant à leur sens, l'organisation de ce processus doit nécessairement, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, s'opérer par le pouvoir judiciaire ou à tout le moins sous son contrôle. Donc on est parti dans cette direction qui me paraît une direction difficile. Je vais vous donner un exemple tiré, je vais émailler ma présentation de quelques histoires belges. À 16 heures, il faut quand même que l'auditoire puisse sortir de débats juridiques trop théoriques. Il y avait une dame en Belgique qui s'appelait, et qui ne s'appelle plus maintenant, mais qui s'appelait Delphine Boel. Et cette dame, à un moment donné, son père était le comte Boel. Elle s'est dit, mais non, ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça ici. Moi, ce nom ne me va pas. Et elle s'est mise en tête de faire une action en reconnaissance de paternité contre un monsieur qui présentait la particularité assez inhabituelle d'être le roi des Belges. Et elle introduit une action en reconnaissance de paternité contre le roi des Belges. Et son action a été bloquée parce que la personne du roi en Belgique est inviolable. On ne peut pas faire un procès contre le roi, on ne peut pas y porter atteinte, donc son procès a été bloqué. C'était d'autant plus difficile qu'elle voulait évidemment faire un prélèvement sanguin sur son père pour faire le test de paternité. Strictement interdit de faire un prélèvement sanguin sur le roi des Belges. Écoutez, il ne faut pas rêver ici. Et dès lors, le procès était bloqué jusqu'au moment où notre bon roi Albert II, son grand âge arrivant, décide d'abdiquer en faveur de son fils, ce qu'il a fait. Et à ce moment, patatras, le procès est reparti parce que le roi n'était plus le roi. Donc il bénéficiait plus de la protection, il n'était plus inviolable, il n'était plus... non, le roi n'est même pas présent lui-même au procès. Il est représenté par un haut fonctionnaire qui s'appelle l'intendant de la liste civile. Fini l'intendant de la liste civile, c'est le roi lui-même. Il est parti au procès et la cour d'appel, qu'est-ce qu'elle a décidé? De faire un prélèvement sanguin. Et Madame Delphine Boel, maintenant, ne s'appelle plus Madame Delphine Boel, mais Madame de Saxe-Cobourg-Gotha, nom de la famille royale belge, et elle n'est plus comtesse potentielle, elle est princesse royale de Belgique. C'est une amélioration de la situation quand même, hein. Il faut reconnaître. Mais où je vous mets au défi, et si vous y arrivez, je vous donne l'arrêt, et je vous mets au défi d'en faire un résumé tel qu'on ne puisse jamais identifier les parties à la cause et qu'on ne puisse jamais deviner que le père de Delphine Boel, il a quand même été, même si c'était par l'action du roi, il a quand même été cocu. Hein, bon, non, je vous modifie de le faire, ça frôle l'impossibilité absolue. Donc, je voulais vous donner cet exemple pour se poser la question, a-t-on fait le beau choix? Bon, c'est le choix qui est fait, mais il y avait moyen peut-être de faire d'autres choix. Je veux citer comme exemple d'autres choix qui ont été faits pour rester en Europe, parce que dans les pays anglo-saxons, on reprend systématiquement
le nom des parties dans les publications des jugements et arrêts, mais un autre choix qui a été fait est celui par la Cour européenne des droits de l'homme. Quand vous introduisez une action devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce que j'ai eu la chance de faire récemment, dès le début de la procédure, vous pouvez demander l'anonymisation des parties et le fait qu'il n'y ait pas de publicité sur la décision qui va être rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. On le fait ou on ne le fait pas. Bon, récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt concernant une personnalité très connue en France, puisqu'il s'agit du chanteur Enrico Macias. Enrico Macias a eu des déboires, il a fait des investissements qui se sont avérés foireux, il avait emprunté de l'argent pour ça, argent qu'il a dû rembourser, dont il a contesté le remboursement. Ça s'est passé devant le Grand-Duché de Luxembourg, les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont un fonctionnement assez complexe. Il a introduit une action devant les juridictions luxembourgeoises. Ça a pris un temps fou. Il estimait que cette longévité des procédures était contraire à ses droits de justiciable. Il a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qu'il a gagné. Mais évidemment, à cause de ça, on a publié les déboires d'Enrico Macias dans les journaux, dans les médias, parce qu'il y a eu une publicité. Se dit en passant, il y a sans doute contribué, parce que vous devez savoir, dans votre grande culture, que M. Enrico Macias, c'est un nom artistique qui s'est donné, parce qu'en fait, il s'appelle Gaston Grenacias. Mais c'est moins bien quand on chante de s'appeler Gaston Grenacias. Enrico Macias, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez les risques que cela présente. On a un autre cas célèbre. C'est devenu une des personnalités les plus célèbres du monde de la justice, de façon générale. C'est un Turc, un pauvre Turc qui s'est retrouvé prisonnier dans une prison de Turquie, qui n'a pas eu droit, comme c'est le cas en France, à un avocat devant les autorités d'instruction, le juge d'instruction, qui a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il a gagné. Ça a donné lieu à l'arrêt Salle 12. Tout le monde connaît l'arrêt Salle 12. En Belgique, on dit la jurisprudence Salle 12. En vertu de Salle 12, j'ai le droit de... Et c'est le nom de ce brave monsieur que tout le monde connaît. Mais enfin bon, est-ce qu'il avait envie que tout le monde sache qu'il était en prison? Mais probablement non. Mais il n'a pas... Ses avocats n'ont pas fait la demande dans la procédure qu'il faut faire en début d'instance devant la Cour européenne des droits de l'homme, comme on ne dit plus en France, ab initio. J'ai retenu quelque chose. Il n'a pas demandé ab initio qu'il n'y ait pas de publicité à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, donc l'arrêt Salle 12 a été connu par mon et par vous. Faut-il... Il est important pour nous les avocats que cette banque de données soit disponible et accessible. Ça pose un problème évidemment sérieux. C'est le problème suivant, qui est l'accessibilité de la banque de données. L'accès de la banque de données, nous considérons en avoir exactement le même accès que les magistrats. C'est essentiel sur le plan de la défense d'un procès équitable, ce que nous appelons l'égalité des armes. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu le principe de l'égalité des armes. Nous n'aurions pas l'égalité des armes si le ministère public a accès à une banque de données à laquelle nous n'avons pas accès. Et également, et de la même façon qu'il ne faudrait pas non plus que nous ayons un outil de recherche médiocre alors qu'ils en ont un excellent. Donc le respect ne serait pas assuré. Et également le respect du contradictoire. Le respect du débat contradictoire est essentiel dans notre système juridique. Des problèmes se posent à propos du projet qui a été déposé par le gouvernement belge pour créer un registre central. Nous aurions comme avocats accès certainement aux décisions judiciaires, probablement, je l'espère, au même moteur de recherche que la magistrature, mais le gouvernement prévoit également la possibilité pour les magistrats, sur une demande expresse, d'avoir un accès à cette même banque de données, mais non anonymisée. Ce qui est plus problématique, évidemment. Ça voudrait dire qu'un juge, en théorie, pourrait savoir que votre client est en fait un mauvais locataire absolu,
qu'il a déjà été viré 3 fois de logement antérieur, données qui ne figureraient pas dans le dossier, que vous n'auriez pas communiqué, à la limite même que vous ne connaîtriez même pas. Ça poserait vraiment un très grave problème qu'une telle donnée puisse être à la disposition, certainement du juge assis. Le juge assis qui aurait une telle donnée prendrait connaissance d'un élément qui n'est pas contradictoire, qu'il irait chercher lui-même. C'est contraire certainement au principe du contradictoire, et c'est tout à fait contraire au principe selon lequel le juge ne peut pas décider sur base d'éléments dont il a une connaissance personnelle. Tout doit être partagé pour le débat contradictoire. Un document glissé dans le dossier judiciaire au moment où le juge va statuer, mais c'est le petit bleu dans l'affaire Dreyfus, c'est rien d'autre. Donc c'est totalement inacceptable. Il ne faudrait pas non plus que le ministère public ait accès à de telles données sans que l'avocat puisse aussi y avoir accès. Le ministère public peut avoir de bonnes raisons de connaître les antécédents judiciaires du justiciable, mais cette information alors doit être partagée avec l'avocat. C'est un point qui n'est pas éclairci et qui, je puis vous dire, soulève la polémique devant la commission de la justice du Parlement belge. Est-ce qu'il faut limiter la communication à des personnes spécifiques ? Ce n'est pas le choix que prend le gouvernement belge. Le gouvernement belge, pour en tout cas les décisions judiciaires qui sont anonymisées, prend le chemin d'en ouvrir largement l'accès. Mais jusqu'où cela va-t-il aller ? Parce qu'entre-temps, avant que le projet de loi n'ait été préparé par le gouvernement et avant même que le projet de loi n'ait été communiqué au Conseil d'État, il y a eu un développement au niveau des autorités européennes. Et les autorités européennes, je veux parler de la Commission et du Parlement. La Commission et le Parlement européen ont voté et adopté le 16 mai un règlement du Parlement européen et du Conseil, donc c'est vraiment un texte très fort, portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant un règlement intérieur, c'est le règlement sur la gouvernance des données. Il est clair, et le professeur Lefkovitch me le confirmera, qu'une telle banque de données tombe dans le champ d'application de ce règlement. Et tombant dans le champ d'application de ce règlement, elle doit bien entendu obéir à toutes les obligations qui sont imposées par le législateur européen et qui sont volumineuses. Si ça vous intéresse, j'ai le document devant moi. Ce n'est pas les 2100 pages de mon arrêt Lernotte et Hospi, mais ça en fait quand même 140. Donc c'est très complet et ça vise les données. Les données, il faut voir ce que c'est les données. Il ne faut pas le comprendre si je suis juge au tribunal de grande instance de Nice et que je rédige un jugement. Mon jugement, quand je l'ai rédigé, n'est pas une donnée au sens de ce règlement. Une donnée, c'est très précis, c'est plus ou moins précisément défini comme toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel. Également, ce règlement permettra aux personnes qui ont accès de faire une chose qui normalement est interdite. En principe, quand il y a une banque de données et qu'on en donne accès à certains utilisateurs, il y a des banques de données commerciales comme Dun & Bradstreet et autres, vous pouvez les consulter, moyennant finance évidemment, mais vous ne pouvez jamais soustraire toute la banque de données ou une partie substantielle de la banque de données. Ici, par contre, la possibilité existerait de le faire. Ce qui peut avoir un sens, évidemment, parce que comment, par exemple, un éditeur juridique pourrait exploiter s'il ne peut pas aller plus loin que juste lire les jugements et arrêts. Ce serait d'ailleurs même intéressant que ces maisons d'édition juridique, je pense à Dalloz, Kluwer, qui ont d'excellents professionnels, qui ont de bons outils de recherche, puissent, le cas échéant, sur base des mêmes données, élaborer d'autres outils d'intelligence artificielle pour faire de la recherche et proposer d'autres analyses informatisées à partir de la même banque de données. Ça créerait une diversification qui n'est pas nuisible, et au contraire. Et en plus se dresse derrière ça une jurisprudence européenne déjà antérieure, qui est une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,
qui est la théorie de ce qu'on appelait les Essential Facilities. Et c'est parti de l'Angleterre, avant que l'Angleterre ne nous quitte. Vous connaissez tous la radio-télévision publique anglaise, la BBC. Et la BBC est une institution de droit public en Angleterre. Ils n'ont pas privatisé la BBC. Et en Angleterre, la différence de nos pays, l'État et les personnes morales de droit public peuvent avoir de la propriété intellectuelle sur les documents qu'ils établissent. Et la BBC considérait que ses programmes de radio et de télévision étaient protégés par ces droits de propriété intellectuelle de telle sorte que d'autres médias ne pouvaient pas les reproduire. Ce qui est quand même évidemment assez fort de café, et ça fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit non, nous n'acceptons pas ça, c'est une trop grande distorsion de concurrence parce que les programmes de la BBC sont une essential facility. Les autres, les concurrents, ne peuvent pas progresser s'ils n'ont pas accès et s'ils ne peuvent pas utiliser cette essential facility, mot tout à fait général. C'est pas pour rien que les sociétés de chemin de fer national se sont dédoublées entre la société qui exploite les trains et la société qui s'occupe du réseau, parce que le réseau est aussi une essential facility. Donc c'est une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a eu des développements très importants. Il est clair qu'aux yeux des éditeurs juridiques, avoir accès à cette banque de données des décisions et arrêts est une essential facility pour faire leur travail. Ou sinon, comment fonctionne-t-il? Quand vous voyez comment ça fonctionne pour l'instant, mais ils obtiennent à droite et à gauche des jugements et arrêts, ils ont des comités de rédaction, des avocats en envoi, des magistrats, mais il y a une sélection. Il y a une sélection qui, comme je l'ai dit, est nécessairement partielle. Donc je pense que là, on a un débat qui s'annonce important sur le fonctionnement de telles banques de données juridiques et qu'il sera important de donner accès à d'autres intervenants pour éviter dans l'analyse de ces décisions judiciaires, dans l'analyse de cette open data qui serait constituée de toutes les décisions judiciaires, l'apparition d'une sorte de pensée unique qui serait dictée par finalement les seuls algorithmes qui seraient adoptés par l'État. A fortiori, si on exclut du comité de gestion d'autres que les fonctionnaires et les magistrats. Je vous dis, c'est une question intéressante, elle est économique, mais elle est aussi démocratique et elle est juridique. Alors, est-ce un bien qu'on développe trop d'outils, qu'on aille trop loin dans le développement en mettant par exemple toutes les décisions judiciaires sans exception dans une telle banque de données, ce qui permettrait facilement de dire « Oh, attention, le tribunal de police je ne sais pas moi, de Tourcoing, on sait qu'il a telle jurisprudence pour les excès de vitesse. Est-ce que ceci ne va pas créer un renforcement trop important des décisions antérieurement rendues par les cours et tribunaux, ce que le rapport du gouvernement, dans l'exposé des motifs, appelle le enhancement de la jurisprudence, donc du case law. Le case law, c'est la jurisprudence. Dans le enhancement du case law, oui, c'est un risque qui se présente et qui ne doit pas être négligé. Il ne faudrait pas, je pense, que par un processus de gestion de banque de données, c'est le genre de questions que Grégory aime bien débattre, on bouge tout doucement de pays du système du Code civil vers un système qui ressemblerait plus au système anglo-saxon de la common law. Personnellement, je vais vous dire, je n'ai pas trop de crainte. Et je vais me baser sur de nouveau, je vous ai dit que je raconterai des histoires belges, sur un cas que nous avons connu en Belgique. Nous avons connu en Belgique, nous avions des règles particulières un peu compliquées en ce qui concerne les délais de préavis à donner aux employés. Et ces délais de préavis étaient bien organisés pour les employés qu'on appelait inférieurs, c'est-à-dire ceux qui gagnaient moins de 25 000 euros. Et pour ceux qui gagnaient plus de 25 000 euros, c'était le juge qui décidait. Il n'y avait pas beaucoup de critères dans la loi et les juges
en fonction de l'ancienneté du travailleur, de son âge, de son travail, de son revenu, donnait un délai de préavis. Oh, celui-là, il était directeur de banque, il avait 52 ans, oh, il avait 25 ans d'ancienneté, ben c'est 30 mois de préavis. Et puis un autre, c'était moins et tout. Et un juriste belge, un avocat belge assez connu, Thierry Claes a rassemblé le plus de jugements sur les durées de préavis qu'il a pu, et il a développé une formule. Il a fait une analyse informatique appropriée, il a développé une formule qu'on appelait la formule Claes. Et alors vous mettiez ancienneté fois autant, plus âge fois autant, et vous obteniez un certain chiffre qui correspondait au nombre de mois, ressemblant à ce que donnent plus ou moins l'un dans l'autre les décisions des cours et tribunaux en matière sociale. Et je vais vous dire, tout le monde utilisait la formule Claes, mais je vous mets au défi de m'apporter un seul jugement ou un seul arrêt qui dit « Ah, j'ai donné à cet employé 27 mois parce que ça correspondait à la formule Claes ». Je suis sûr que tous les juges faisaient leurs petits calculs, mais jamais ils n'ont motivé en se basant finalement sur une sorte de case law organisé, numérisé. Donc je pense que ça pose une question certaine, évidente, mais je ne crois pas qu'il y ait, en tout cas dans l'immédiat, un risque que cette organisation plus efficace de la jurisprudence conduise à une modification de notre système judiciaire. Par contre, également, point qui a été abordé par Grégory ce matin, la façon dont fonctionnent les cours et tribunaux. Tu citais l'exemple selon que le juge est bien dormi ou mal dormi, mais tu risques 3 mois d'échéance du droit de conduire ou 7 jours. C'est quand même une situation anormale, et c'est une situation qui pourrait évidemment, qu'une existence d'une telle banque de données pourrait corriger d'ailleurs le dernier prix Nobel de l'économie, qui est un néerlandais hollandais, M. Guido Imbens, qui est un économiste-économètre spécialiste des variables instrumentales, pointe comme élément d'insécurité dans nos sociétés. C'est notre fonctionnement de la justice, où finalement on va devant son juge, on plaide et on ne sait jamais tout à fait comment ça va sortir. Et comme tu l'as dit, ça ne sort pas toujours tout à fait bien, c'est la troisième douleur. Et c'est parce que les juges ont une tendance naturelle à rendre des jugements de Salomon. Ils n'aiment pas donner entièrement ou entièrement raison. Mais ce n'est pas toujours nécessairement justifié. Et peut-être qu'avoir une telle banque de données bien exploitée aboutirait à avoir une jurisprudence plus construite et aboutirait à avoir une meilleure sécurité quant à la prédictibilité des décisions judiciaires, ce qui, pour ma part, me paraît un plus. Voilà, je vous remercie. Excuse-moi, je ne savais pas qu'il était ici. Merci. C'était beaucoup de réflexions et de questions. Évidemment, moi je suis l'informaticien, donc je me navre toujours de voir un tout petit peu l'arrière-gardisme du droit en plusieurs matières que les informaticiens, pour l'instant, sont en train de contrer. Je vais parler de la vie privée. C'est intéressant, la vie privée. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'à l'heure actuelle de l'exposition spontanée des personnes, des réseaux sociaux, etc., la vision que le droit a de l'atteinte à la vie privée est vraiment d'arrière-garde. Et elle est un peu aussi ce qui s'est passé en médecine. Et il y a des pays qui ont été beaucoup plus aventureux aujourd'hui en matière si tu veux, de la gestion de la vie privée, puisqu'en médecine, il y a un peu le même problème qu'en droit. C'est peut-être pas forcément, je dirais, bénéfique pour une personne qu'on ait accès à son dossier de santé. Mais ce que, par exemple, l'Estonie a fait, c'est de considérer que, en effet, la personne qui est concernée peut ouvrir son dossier de santé à tous ceux qui voudraient en avoir accès, bon, par exemple les médecins, mais pas que, les statisticiens, les informaticiens qui pourraient en faire un usage pour la statistique des cancers, etc. Et c'est cette personne-là qui donne son consentement. Donc c'est pas tant un problème de vie privée, c'est un problème de consentement de la personne. Et donc il y a manière, si tu veux, d'aller beaucoup plus loin, pas simplement bloquer, puisqu'en plus tu l'as dit, et je pense que tu as raison, l'anonymisation est totalement impossible. D'ailleurs, tu as pris l'exemple de David Boule et d'Enrico Macias, qui en matière d'anonymat sont quand même très, très discutables
tape surtout Delphine en Belgique, que tout le monde reconnaît dans la rue. Et donc, on voit bien que c'est un combat de totale arrière-garde et qu'il faut repenser aujourd'hui les problématiques de vie privée. Je te dis, à l'aune des réseaux sociaux et puis à l'aune des bénéfices que ça apporte aux personnes qui acceptent de dévoiler leur identité. Parce qu'en fait, il faut penser, mais il n'y a que l'informatique qui peut apporter aujourd'hui ces bénéfices. Souvent, quand tu acceptes de dévoiler qui tu es, des outrages que tu as subis, que ce soit des problèmes de santé, etc., mais que tu acceptes de jouer le jeu de la collectivité, tu peux en recevoir un bénéfice tout à fait, je dirais, en matière de santé, c'est évident. On a bloqué, tu vois, les médecins sont presque autant d'arrière-garde que les juristes, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué énormément d'accès et on voit bien que les pays qui ont été beaucoup plus libérales en matière d'accès, je dirais même à la reconnaissance du patient, ont fait des progrès considérables en traitement du cancer, en traitement, etc. Donc ça, c'est bon. Et deuxième réflexion, c'est sur la jurisprudence. Je trouvais ça tout à fait passionnant, ton dernier envol sur le droit qui commence à se common lawiser, si tu veux, grâce à l'informatique et à ce pouvoir de... Là, je pense que c'est une évolution presque inéluctable. C'est-à-dire que dans d'autres domaines, la médecine encore, parce que c'est un bon parallèle, la médecine devient common law. C'est-à-dire qu'on voit bien que les médecins, de plus en plus, perdent le raisonnement médical classique et acceptent de plus en plus, d'une certaine manière, la jurisprudence en matière médicale. Qu'est-ce qui a marché sur les patients? Donc de se servir des données, de se servir de ces bases de données énormes en médecine, pour autant qu'on les laisse disponibles. Donc de nouveau, il y a une connexion entre les deux aspects. Tu vois, il faut accepter de dévoiler sa vie privée pour en avoir un bénéfice. Et ça va être pareil en jurisprudence, c'est-à-dire que tu vas pouvoir contrer une décision parce que de fait, dans le passé, les choses se sont passées différemment, etc. Ça donne une ouverture, ça donne un peu... Tu vois, je trouve qu'il faut repenser, à l'aune de l'informatique, de l'intelligence artificielle, tu les as souvent mentionnés, il faut vraiment repenser les choses essentielles que sont la vie privée et que sont, si tu veux, la vérité dans les données, la vérité dans la jurisprudence. Mais je suis d'accord avec toi. Et alors, je voudrais ajouter deux précisions. La première a trait aux données en matière de santé dont tu parles. Il faut dire que le règlement européen sur la gouvernance des données prévoit expressément la possibilité de constituer un altruisme en matière de données. Donc, en matière médicale, qui permet aux gens de se révéler, et c'est un altruisme en matière de données. Évidemment, en pareil cas, il faut également un certain repentir où tu peux, le cas échéant, récupérer la donnée que tu as accepté qu'elle soit rendue publique. En ce qui concerne le système, c'est vrai qu'on a un risque de s'approcher vers un système de common law, mais rien n'est plus injuste d'avoir brûlé un feu rouge à Nice et d'écoper d'une peine très lourde et de l'avoir brûlé à Cannes et d'être quasi acquitté. Il y a un élément qui est dérangeant, sauf qu'il y a des circonstances exceptionnelles, parce que c'est quand même là où je ferai une petite remarque, mais je ne veux pas empiéter sur le débat que vous aurez demain, tous les deux. Mais il y a quand même une chose, c'est que le juge, il prend une décision qui n'est pas une pure application de la loi. Il y a dans la démarche du juge une recherche d'une décision qui va rendre justice, c'est-à-dire qui va être plus juste et équitable que techniquement correcte. Et c'est certainement ce qui fait la particularité de l'office du juge, en tout cas selon notre maître, le professeur Perelman. Et l'exposé est repris, si vous avez un jour l'occasion d'acheter dans la collection Garnier-Flammarion. Dans la collection Garnier-Flammarion, il y a un livre qui s'appelle Justice. Il y a toute une série d'extraits de pensées d'auteurs sur la justice. Il y en a une du professeur Perelman. Il y a 3 pages du professeur Perelman qui aboutit à cette conclusion. Sauf que cette liberté octroyée au juge de contextualiser sa décision, etc., et de lui laisser un libre arbitre, va être de plus en plus contrée par les prévenus et les victimes, qui, eux, pourront avoir accès à des dossiers qui ont précédé et pourront dire, regardez, et comment lui va se... Voilà, il y a quand même, quand tu parlais du libre accès des dossiers, ce libre accès sera ouvert à tous, en ce compris les éventuels prévenus. Non, c'est mieux, tu sais. Alors, juste une chose, c'est que le fait qu'il y ait un usage plus systématique de la jurisprudence et plus extensif de la jurisprudence dans les systèmes de droit civil, c'est pas encore tout à fait le passage au common law, parce que dans le common law, le précédent est obligatoire.
Et ça, alors que ici, ce qui va se passer, et ça existe déjà aujourd'hui, il y a des avocats qui ont trouvé une décision. D'ailleurs, aujourd'hui, on leur demande de le remettre dans le dossier au juge, parce que le juge lui-même n'a pas nécessairement accès à la jurisprudence qu'ils vont citer. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord la force persuasive de l'argument, ce qui n'est pas nécessairement ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Puisque là, comme Lo va dire, bah oui, ici, ce cas ressemble à tel cas, donc c'est la jurisprudence un tel que je dois appliquer. Tandis que dans l'utilisation qui est faite en droit civil, c'est plus une source d'argument. Donc c'est pas tout à fait la transformation. Non, je suis 1000 fois d'accord, mais il faut quand même aussi tenir compte d'une circonstance à laquelle, évidemment, peu d'entre nous échappent, c'est que l'être humain est naturellement paresseux, donc le juge risque d'avoir tendance à dire puisqu'on a toujours fait comme ça dans toutes les juridictions, moi je fais comme ça aussi et c'est bon. Ça, c'est évidemment, le risque sera plus là que dans le risque du principe. Et moi, je suis prêt à le vivre comme avocat, du moment que je puisse faire valoir mes arguments, avoir accès au juge, parce que pour faire valoir ces arguments, il faut pouvoir avoir accès au juge, ce qui n'est pas nécessairement évident. Parfois, on est reçu mais comme un chien dans un jus de quille, et on n'a pas l'audition de la part du juge qu'on devrait avoir, l'écoute de la part du juge. Et alors, la possibilité de pouvoir combattre, parce que si nous des jurisprudences antérieures, parce que si nous ne pouvons pas combattre des jugements, des jurisprudences antérieures, à quoi servons-nous? Et ce n'est pas une hypothèse théorique. Par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, vous devez réaliser qu'il y a un nombre invraisemblable de dossiers qui sont introduits à la Cour européenne des droits de l'homme. Dès lors, tout, mais strictement tout, est bon pour déclarer un recours irrecevable, y compris dire « Ah bon, nous avons déjà tranché il y a 2 ans dans une affaire tout à fait similaire, donc on ne tranche pas dans votre affaire. » Ça, je trouve que c'est un petit peu la dérive dont j'ai parfois peur parce que nos tribunaux sont surencombrés. Et je rejoins très très fort Xavier. Je trouve que tes développements sont très intéressants, évidemment. Ils sont aussi fort encombrés par un fatras d'écrits et de conclusions mal présentés, compliqués, qui je dirais, embourbent le fonctionnement des juridictions, en tout cas civiles, commerciales et administratives. Merci beaucoup pour l'exposé. Je voulais vous poser 2 questions. Le cas que vous avez cité de cette entreprise, j'ai oublié le nom des personnes. Lernotte et Hospi. Voilà, c'est ça. Et l'arrêt de 2500 pages qui fait que finalement on ne peut pas le lire. Moi, ça m'a fait penser à l'histoire de l'informatique. C'est-à-dire... je pensais en fait à une histoire très précise, c'est pas une histoire belge. Turing a décidé de construire son ordinateur à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a fait ça. Et d'abord, il a fait une machine qui a consisté à crypter la voix humaine. Donc, il fallait se débarrasser de la voix humaine pour réussir à passer à quelque chose de purement écrit, qui est du code informatique. Bon, donc ça, c'est l'histoire que je voulais raconter. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui se produit là. C'est-à-dire qu'on a affaire à un tel déluge de conclusions qu'on ne peut pas le dire oralement. Et je pense que ça, c'est un vrai problème du droit digital, justement. Le fait qu'on soit... vous l'avez dit, on déspatialise tout, et y compris ce qui relève de la voix. Et donc, il faut bien trouver le moyen que l'écrit fasse autorité alors que ça ne va pas être dit par un humain. Et ça pose tous les problèmes de banque de données que vous avez aussi mentionné ensuite dans le reste de l'exposé. Alors, la question que je voulais vous poser par rapport à cette entreprise, c'est que vous avez dit qu'ils ont essayé de digitaliser toutes sortes de documents. Mais alors, c'était quoi, toutes sortes de documents ? Parce qu'il y a des documents, je pense à quelque chose de très précis, je pense peut-être que tu en sais plus que moi là-dessus. Il y a un langage de programmation en France qui s'appelle Catala, du nom du juriste bien connu, et qui consiste à transformer immédiatement en code informatique les parties du code des impôts qui sont complètement mathématiques. Bon, donc on fait ça de façon un peu automatisée.
Là, c'est assez clair. Bon, si vous entrez dans tel cas de figure, vous avez droit à 20% d'abattement par rapport à telle somme, machin. Bon, on comprend assez bien qu'on puisse mathématiser et faire un programme à partir de ça. Donc je me demandais si eux, ils s'étaient confrontés à des textes qui sont moins mathématisés, parce que ça, on sait très bien, j'ai entendu des juges américains là-dessus, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens en traitement automatique de la langue, de rendre par écrit des témoignages ou ce genre de choses. C'est-à-dire que la façon dont les gens présentent ce qui leur est arrivé est telle que c'est impossible d'en faire un usage, d'en faire une retranscription automatisée. Parce que ça part dans tous les sens, c'est complètement contradictoire, il faut leur poser des questions, etc. etc. Donc je me demandais le type de document qui avait été... Non, pas par l'Ernaut et Hospi, eux c'était vraiment des gens qui voulaient surtout faire de la traduction automatisée de documents commerciaux, c'était ça leur cible. Mais ce n'était pas du tout dans le monde judiciaire. Moi sinon je connais bien le problème que vous posez, qui est particulièrement sensible dans un pays comme les États-Unis, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 1 an. Bon, alors que dans nos pays d'Europe occidentale, le témoignage, je ne parle pas des affaires pénales, mais des affaires civiles, bon, il y a très très peu de témoignages dans les affaires civiles. On essaie de ne pas y recourir le plus possible. D'ailleurs, on a adopté dans le code de procédure civile français, dans le code judiciaire, à mon inspiration d'ailleurs, en recopiant, comme disaient mes enfants, le code de procédure civile français. Maintenant, on fait faire des témoignages écrits et signés avec copie de carte d'identité des témoins qu'on met dans le dossier. Ainsi, on ne doit plus appeler des témoins. Mais aux États-Unis, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, les parties peuvent être témoins dans leur propre dossier. Donc, tout est pris en témoignage à l'audience. Ils ont du personnel spécialisé qui prend ça. Mais je sais bien qu'ils n'ont pas encore essayé aux États-Unis d'adopter un système informatique pour éviter de faire appel à ces personnes. Ouais. N'y sont pas encore. Mais évidemment, le témoignage a été pris en audience publique. Et comme vous savez, dans la plupart des tribunaux américains, le jury populaire est présent dans presque toutes les affaires, même les affaires civiles, etc. Ce n'est pas limité à la cour d'assises. Et en fait, on fait les témoignages à l'avance dans les procès civils entre parties pour assurer le caractère contradictoire du débat. Donc l'avocat reçoit ses témoins, procède à leur audition sur base des questions qu'il pose et qu'il pense qui seront posées par le juge ou la partie adverse. On en fait un transcript et on se le communique à l'avance entre avocats. Ainsi, le contradictoire est assuré le plus possible avant l'audience. Mais tout ça coûte une fortune, hein, en frais de personnel pour faire ces témoignages, en heures d'audition. C'est absolument inouï, quoi. Un procès aux États-Unis, bonne chance, hein, vous avez intérêt à avoir votre portefeuille bien garni. Merci. J'ai vu qu'en France, il y a une Legal Tech justement qui s'est développée sur ce constat, et c'est Doctrine, je crois. Oui, Doctrine. Oui, et justement, j'ai dû l'utiliser plusieurs fois, et je trouve que c'est super pratique de pouvoir voir quels arguments ont fonctionné et quels autres n'ont pas fonctionné. Et d'une certaine manière, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais par l'État français, de mettre à disposition un tel outil à destination des particuliers ou encore à destination des praticiens. Et juste pour revenir sur ce que vous aviez dit, vous aviez suggéré en fait qu'il s'agissait d'une décision politique, de la manière dont on allait... je sais pas, j'ai pas très bien compris si c'était codé ou non. Non, je dis que c'est la façon dont on fait une banque de données, on décide de mettre toutes les décisions dedans, on décide de les anonymiser, ok. Jusque-là, tout va bien, mais ça ne sert à rien si on ne crée pas un outil d'intelligence artificielle pour la consulter. Alors, autant s'abstenir de faire ça. Mais l'outil, le type de recherche qu'on va faire dans cette banque de données, c'est un choix. Et c'est un choix qui a nécessairement, tout est politique, qui a une certaine dimension politique, parce que la façon dont la recherche est faite va nécessairement influencer la connaissance
de la synthèse de jurisprudence par l'utilisateur et potentiellement, si c'est un juge, par sa décision. Très bien. Non, mais en fait, je ne sais pas, j'ai un petit peu du mal à comprendre finalement. Lorsque l'on crée un outil, on imagine directement à quoi est-ce qu'il va servir. Et donc là, si on mettait cet outil en place, comme vous l'avez dit, c'est dans un but d'accessibilité et dans un but aussi de technicité à l'attention des praticiens, enfin j'imagine. Mais à quelles autres utilités ce type de base de données, en tout cas ce type d'outil, pourrait-il servir, hormis les 2 cas que j'ai exposés? Mais pour aller plus loin, il est repris dans l'exposé des motifs, il pourrait servir à faire des prédécisions judiciaires. C'est un des objectifs qui serait pris en considération, ce qui devient quand même plus sérieux que quelques mots-clés en droit de la juridiction, matière, etc. On peut aller très très loin avec les mots-clés. Mais ici, clairement, il y a une volonté, c'est dans l'exposé des motifs que j'ai lu, il y a une volonté d'aller un cran plus loin parce que vous devez imaginer que dans un pays comme les États-Unis, qui sont un pays de case law, on n'a pas attendu, évidemment, l'intelligence artificielle pour pouvoir consulter la jurisprudence. Quand vous commenciez à travailler dans un cabinet d'avocats américain, vous receviez un gros bouquin comme ça, de 245 pages, qui vous expliquait de A à Z comment retrouver les décisions judiciaires. Et il y avait des centaines de mètres de rayons de décisions publiées dans tous les États des États-Unis, plus la justice fédérale. Mais il y avait moyen, il y avait des outils de recherche qui vous permettaient, après pas mal d'heures de recherche, de trouver ce que vous cherchiez, mais qui n'était pas très fiable. Évidemment, un outil informatique est infiniment plus fiable. Très bien. Merci, je comprends un petit peu mieux maintenant. Voilà. Non, là, si on fait, si on utilise la banque de données et qu'on crée des systèmes d'intelligence artificielle qui permettront à un juge de faire une décision, de recevoir une prédécision, quand même la façon dont on va interroger la banque de données pour aboutir à cette prédécision impliquera des choix. Nécessairement. Parce qu'on ne peut pas reprendre. Je pense que les choses sont tellement vastes, même des litiges simples comme un litige locatif. Est-ce qu'on peut tout reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre la nationalité des parties? Est-ce qu'on peut reprendre le montant du loyer, la localisation du bien loué? Il y a une kyrielle d'éléments qui vont rentrer et qui vont être soumis au juge. Et quand le juge décide, il fait nécessairement un exercice de cherry picking. Il dit, pour moi, ça c'est pas pertinent, par contre ça c'est pertinent. Et je prends ma décision, le cas échéant, d'expulsion sur base d'un certain nombre de critères qui sont déposés devant moi. Mais les autres critères pourraient également intervenir. Et si on a une banque, un système de sélection qui élimine systématiquement les autres critères, on prend déjà une prédécision, on fait déjà un certain choix. Oui, si je peux juste ajouter un élément, Walid, en fait, c'est la grande différence entre utiliser un outil pour révéler une information ou utiliser un outil pour structurer de l'information. Et dès lors que vous allez structurer de l'information, forcément la structuration elle se fait au regard de critères, donc au regard de modèles, donc au regard de biais potentiels. Et vous demandiez des exemples, moi je vous en donne un tout simple. Imaginez un moteur de recherche sur une base de données de data judiciaire qui vous permet par exemple de faire remonter que des décisions dans lesquelles le quantum du préjudice est supérieur à 10 000 €. Alors si vous faites ça, oui, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais en faisant ça, vous faites disparaître de votre spectre tous les petits contentieux. Vous n'aurez pas l'information dessus. Ça, c'est un choix que j'ai pris, de dire je vais montrer à mon lecteur que des affaires dans lesquelles j'estime que, etc. Donc c'est effectivement il y a une dimension politique qui est évidente dans ces outils. Je cite un autre exemple. Je parlais de ma formule qui avait été créée pour donner une estimation des délais de préavis. L'auteur de la formule avait finalement décidé de ne retenir comme critère que la rémunération, l'âge, l'ancienneté et la fonction. Mais était-ce suffisant? Il me paraît assez évident qu'il est beaucoup plus difficile de retrouver un emploi dans une zone sinistrée du pays, comme l'était à un moment donné Charleroi,
plutôt qu'à Bruxelles. À Bruxelles, c'est plus facile, évidemment. Mais ça, c'est un critère qui n'était pas repris. En écoutant ton exposé, on a eu un exposé aussi hier d'une informaticienne qui travaillait sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et il y a toute une critique pour l'instant sur les algorithmes non éthiques, sous prétexte qu'ils sont discriminants, parce que de fait, dépendant s'il y a des critères comme la religion, les origines, etc., la prise de décision, enfin du moins la prédiction, risque d'être très affectée par ces critères. Et donc il faudrait totalement supprimer ces critères. Et donc il y a toute une démarche maintenant, notamment de la Commission européenne, sur ne pas mettre dans les algorithmes de prise de décision des critères très sensibles, comme, bon, parce qu'on sait les biais que de fait les algorithmes génèrent. Prenez un tas d'exemples sur la traduction, quand le genre est neutre. Si on parle d'une infirmière, c'est forcément une femme. Si on parle d'un PDG, c'est forcément un homme, etc. Alors, parce que la statistique est celle-là. Et en t'écoutant, j'ai parfois l'impression que vous optez, vous, dans le monde du droit, dans le monde de la sociologie, la philosophie, une attitude très défensive par rapport à cette utilisation-là. Je le vois notamment au sujet de la vie privée, etc. Alors que je trouve que vous devriez avoir une attitude beaucoup plus, je dirais, proactive, qui demande évidemment une maîtrise de ces outils. Et moi, je suis pour une utilisation massive de ces outils. Je disais à cette même dame hier, je disais, mais non, ce qui est très important, c'est de voir quels sont les biais de ces algorithmes pour justement agir à l'encontre de ces algorithmes, de faire par exemple de la discrimination positive. C'est idiot de dire que les algorithmes font de la discrimination. Bien sûr qu'ils en font parce que la société est discriminante aussi, et donc c'est le reflet d'une certaine société. Celui qui va prendre la décision, que ce soit le juriste, que ce soit l'accès dans les écoles, etc., lui va essayer de bien comprendre pourquoi l'algorithme a fait ça, il a dit ça, et ça va pouvoir affiner, c'est une forme d'éducation, ça va affiner sa prise de décision. Donc j'ai parfois ce même sentiment avec les juristes qui devraient accueillir les bras ouverts ce type d'outil qui permet d'aller extraire des régularités avec sans doute des erreurs, avec sans doute des biais, et justement de pouvoir d'autant plus affirmer sa prise de décision que cet outil a dit ça, et lui se positionne clairement, parce qu'il en a compris les limitations et les faiblesses, il se positionne clairement en faveur, à l'encontre, ou en nuançant, modulant, mais certainement pas rejeter cet outil. De toute façon, ça va lui revenir comme un boomerang s'il le fait. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis plutôt en faveur de l'insertion dans un registre des décisions de justice, de toutes les décisions de justice. Parce que sinon, ils sélectionnent, ils savent bien, nos magistrats, ce qui est plus ou moins correct juridiquement, ce qui est plus ou moins correct politiquement. Et évidemment, alors on a quelque chose qui n'est plus très fiable, et on peut dire, tiens, j'ai toute chance d'aboutir à ça, mais comme on n'a pas mis tout dans le système, on aboutit à des décisions judiciaires tout à fait différentes. Mais je trouve aussi, et là je suis 1000% d'accord avec toi, mais c'est un phénomène de société qu'on est devenu trop timoré avec toute la question des données et de la vie privée. À un moment donné, il faut trouver un juste milieu, et pour l'instant, on dérape quand on voit les sanctions que les autorités qui doivent appliquer ces législations peuvent imposer, mais c'est hallucinant. Pour des faits souvent très mineurs. Il voulait montrer ses slides. Deux réflexions. La première, c'est il y a 3 ans, avec la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, on avait pris une position qui était de dire que ces outils doivent être accessibles à l'ensemble des avocats, voire subventionnés par les ordres au profit des jeunes confrères qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'acheter des logiciels qui parfois peuvent coûter un bras. Pour donner un exemple, un éditeur aujourd'hui c'est 2 000 € par an. D'autres sont subventionnés par l'ordre, ce qui nous coûte 35 € par avocat. Donc forcément, au moins avoir un éditeur pour éviter d'engager la responsabilité des confrères. Autre débat qu'on avait eu très intéressant, c'était la réidentification malgré anonymisation des décisions. En fait, il y a un double curseur. Si on veut avoir des bases de données qui soient intelligentes, prédictibles et utiles, il faut un certain nombre de critères visibles dans les décisions. Inversement, si on lit la décision, on peut réidentifier la personne. Un homme de 56 ans d'un groupe du CAC 40 qui s'est fait licencier l'année dernière ou il y a 10 ans et qui a été ensuite réembauché dans telle autre boîte, en croisant les données, on peut tout de suite savoir que c'est Monsieur Dupont qui vit à tel endroit.
Donc c'est trouver ce juste critère. Autre point de débat chez les jeunes avocats, c'était est-ce qu'on identifie ou pas les magistrats dans les décisions. Et il y a aujourd'hui une vraie dichotomie. D'un côté, les magistrats ne veulent pas être identifiés dans les décisions, disant que les décisions appartiennent au peuple français. Pour les avocats, on souhaite que les magistrats soient identifiés dans les décisions parce que nécessairement, ça nous donne une indication sur l'orientation que va prendre le magistrat. Si on sait que le magistrat X a tendance à donner raison, par exemple, au propriétaire, on va peut-être réfléchir à un renvoi pour tomber sur le magistrat Y, qui lui est plutôt pro-locataire. Et ça fait partie aussi du jeu judiciaire de faire ça. Donc il y a plein d'éléments qui vont rentrer dans le choix des données qu'on va mettre dans une base. Mais Xavier, question suivante, faut-il identifier les avocats? Parce qu'alors tu peux recouper que par exemple Maître Fruton, chaque fois qu'il a fait un procès locatif, il a perdu, hein, donc il ne faut surtout pas aller chez lui. Alors, donc c'est aussi un élément qui peut être dangereux. Doctrine référence les avocats. Oui. Et donc par exemple, j'ai découvert des décisions alors qui ne m'appartenaient pas dans Doctrine, mais parce que j'étais juste le collaborateur qui avait plaidé ce jour-là le dossier. Donc ça montre aussi la limite, parce qu'un confrère peut plaider, par exemple aujourd'hui j'ai une consoeur qui a plaidé l'un de mes dossiers à Draguignan parce que j'étais coincé en médiation. Dans la base de données Lexbase, c'est celle qui va apparaître. Pourtant ce n'est pas son dossier, ce sont mes conclusions. Donc comment on ventile cette donnée-là? Moi ça ne me fait pas peur, hein. Je peux me planter dans les dossiers, derrière j'ai un mandat. Et je peux justifier une orientation dans un dossier. Ah ben moi, je suis plus timoré que toi. Ce qui ne me fait pas peur, c'est le résultat. Parce que je suis d'accord avec toi. Tu défends, tu défends la cause de ton client. Et ce n'est pas parce que tu perds. Si tu as des mauvais clients, ce n'est pas ta faute. Je suis plus sensible au fait que ce serait difficile parfois pour un avocat, par exemple... en n'importe quelle matière, surtout s'ils traitent avec des grosses boîtes ou avec des administrations publiques, d'avoir des dossiers, parce qu'ils iraient voir, ils diraient « Ah mais cet avocat, il plaide jamais ce genre de dossier, donc je ne vais pas aller chez lui. » Donc j'ai peur que ça ferme l'accès de jeunes avocats à certaines pratiques. C'est le côté qui me fait un peu peur. Si je peux intervenir un petit peu encore et répondre un peu... à réagir un peu par rapport à ce qu'a dit Hugues. Est-ce que tu as réagi aussi sur l'idée « Oh, maintenant, on défend quand même fort la vie privée ». C'est un problème. C'est perçu comme s'il y avait une résistance, que c'était du conservatisme. Ce n'est pas du conservatisme, c'est une réaction. Je pense que si aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font autour de la vie privée et qu'il y a une telle volonté et une telle insistance sur la vie privée, c'est une réaction de la société par rapport à ce qui est fait des données personnelles des gens. Je pense que, moi, j'ai vraiment cette impression qu'en fait, avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a personne qui se posait la question de savoir. Il y a des tas d'arrêts qu'on connaît seulement par le nom des partis. Et je pense que c'est vraiment une réaction à ça. Et je ne crois pas que c'est quelque chose sur lequel on va revenir en arrière. Au contraire, je crois que le paquet européen qui est arrivé là maintenant, avec le Data Governance Act, le Data Act, etc., tout ça va dans le sens de trouver des formules pour quand même maintenir quelque chose qui protège la vie privée. Et ce qui est très étonnant en France, c'est que dans le cadre de l'open data des décisions de justice, à la base, les décisions de justice, elles doivent être rendues publiques, parce que c'est une manière pour le public de contrôler les juges. C'était ça l'idée. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit maintenant on va faire la transparence des données, on va mettre à disposition les décisions de justice, mais il va être interdit de faire du profilage des juges. Seulement les juges en France. C'est une infraction pénale d'utiliser les décisions de justice pour profiler les juges. Pourtant, ça pourrait très bien être une manière de contrôler les juges. De savoir si, quand on a une chambre qui est toujours composée de ces trois juges-là, s'ils prennent toujours des décisions qui sont défavorables à des demandeurs d'origine étrangère, c'est une manière de contrôler les juges. Donc, il y a quelque chose d'assez, moi je trouve, d'assez paradoxal dans le fait qu'on a transformé des obligations de publicité qui avaient pour vocation de mettre les juges sous contrôle en des instruments de mise à disposition à la société d'informations visant à faire tout un ensemble de choses autres que de contrôler les juges.
à savoir essayer d'identifier les tendances jurisprudentielles, voire à éventuellement faire encore bien d'autres choses, puisque la jurisprudence, il y a souvent des informations qui peuvent être couvertes par le secret d'affaires, couvertes par le droit d'auteur, et des choses comme ça, et ou qu'on peut extraire des informations concernant les parties pour essayer de déterminer, le cas échéant, si elles peuvent bénéficier d'une note de crédit intéressante ou pas. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer de ce point de vue-là. Et je crois qu'on n'a pas fait... Enfin, le débat qu'on a aujourd'hui, que Pierre a très bien défini et circonscrit, c'est le point de départ d'un changement qui me semble très important et qui va affecter la science du droit. Parce qu'on va faire des choses... Je voulais vous montrer 2-3 exemples, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais une fois qu'on a la donnée, on peut faire des choses qui sont très intéressantes, mais qui sont une autre manière de regarder le droit. Alors, on parle de l'anonymisation. Moi, je voulais vous montrer une ou deux choses sur l'anonymisation, parce qu'on a travaillé avec David Restrepo et l'École Polytechnique, on travaille avec la Cour de cassation pour la mise à disposition des jugements. On a des problèmes avec l'anonymisation. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne parle pas d'anonymisation, mais de paronymisation, puisque un truc totalement anonyme, c'est très difficile à réaliser, parce qu'il y a toujours des éléments de contexte qui permettent de réidentifier. Donc, on a utilisé avec leur équipe des approches on fait du Name Entity Recognition. Hein, on identifie différentes choses, l'adresse, les plaques d'immatriculation, les numéros de compte en banque, etc., etc. Et tous ces éléments-là, on va arriver avec à peu près autour de 90% des cas, on peut les identifier de manière automatique pour anonymiser automatiquement. Et il y a eu un grand progrès qui a été fait de ce point de vue-là en utilisant du deep learning par rapport avant ils utilisaient LuxID, mais qui ne donnait un taux de résultat que de 85%. Mais le problème, c'est que même quand vous avez fait ça, on peut réidentifier. Et on peut réidentifier, par exemple, ça c'est un exemple qui est donné par TLA dans un article, c'est assez intéressant. On peut réidentifier en extrayant des schèmes relationnels entre les personnes. Donc vous avez par exemple une décision pénale concernant des enfants. Hein, c'est quand même des domaines un peu sensibles. On n'a pas nécessairement envie que la décision soit rendue en public, c'est une chose. Que son voisin aille regarder dans la jurisprudence qu'est-ce qui s'est passé dans la maison du voisin et qui couche qui, etc., etc. C'est un autre type d'information. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on a anonymisé, on extrait le graphe des relations entre la mère, la sœur, etc. Et simplement en faisant la comparaison entre ça et des extractions, même région, des choses même région de Facebook, parce que les gens disent dans Facebook, ça c'est mon papa, ça c'est ma soeur, ça c'est etc. Bien, on arrive à réidentifier. On avait fait un test avec leur équipe à la Cour de cassation, un tiers des décisions. On réidentifie un tiers des décisions en matière familiale simplement sur la base des relations entre les personnes. Donc il y a quand même un truc qui est potentiellement problématique. Et c'est de ce point de vue-là qu'il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à se dire, mais au fond, est-ce qu'on ne doit pas faire des choses différentes selon les usages? Et moi, c'est un point sur lequel j'insiste. C'est une chose d'avoir accès à une décision en texte plein avec les noms, etc. C'est autre chose de tirer 250 000 décisions pour ensuite faire certains types d'analyses ou faire certains types de recoupements. Donc on peut très bien imaginer un pipeline avec plusieurs sorties, une sortie où on a fait une anonymisation light, et puis après, une sortie où on a... Parce qu'en fait, quand on commence à tirer 1 million, 2 millions de décisions pour développer des modèles, en réalité, on n'a pas besoin du contexte. Parce qu'en réalité, la machine, on veut faire des stats. Donc, on ne veut pas savoir tellement d'éléments du contexte. Donc, on pourra avoir des décisions, on peut en tirer 3 millions. Elles sont illisibles pour l'humain, mais elles sont toujours très utilisables pour développer une legal tech. Pour développer dans une certaine mesure des niveaux de peine, etc. Ça peut très bien fonctionner. Et on pourrait avoir un système avec une base authentique. Les avocats, les professionnels du droit peuvent avoir accès à tout sans anonymisation. Les justiciables, les citoyens peuvent avoir accès à une version anonymisée, mais avec un tirage limité. Et si on veut faire de la réutilisation massive des données, on a accès à une version encore appauvrie en termes de contexte pour essayer de limiter les risques. Parce qu'évidemment, on n'a pas de solution pour quelque chose de totalement anonyme, mais on peut rendre les choses quand même plus difficiles
à ceux qui veulent faire de la désanonymisation et utiliser des informations judiciaires pour faire du scoring de crédit, pour travailler dans le domaine de l'assurance ou des choses de ce genre-là. Donc moi, je pense que c'est quand même un gros débat au niveau de qu'est-ce qu'on fait, et puis après de qu'est-ce qu'on va en faire. Vous savez que Loïc Cadier vient de sortir son nouveau rapport sur la diffusion des données décisionnelles et de la jurisprudence, en se posant la question. Donc Loïc Cadier avait publié son premier rapport sur l'open data des décisions judiciaires. Là, il vient de sortir son deuxième rapport qui porte plus sur que devient la jurisprudence à l'ère des données judiciaires. Il viendra d'ailleurs le présenter à Bruxelles en octobre. Et ça va changer. Il y a des décisions qui sont prises maintenant sur ce à quoi on donne accès, ce à quoi on ne donne pas accès, mais ça va changer le type d'analyse qu'on fait. Moi, j'aime beaucoup certaines choses qu'on peut faire maintenant. On peut, pour rassurer nos amis avocats, on prend les décisions. Ça, c'est ce qu'on a fait avec David. On prend les décisions, on fait du clustering des décisions. Ensuite, on identifie qui gagne, qui perd. Et après, une fois qu'on a identifié qui gagne, qui perd, pour faire des réseaux d'avocats, et on essaye de voir qui gagne plus souvent par rapport à qui. Donc du coup, si je choisis cet avocat-là, est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse telle ou telle autre partie pour aller devant les juridictions? C'est une information qu'on peut obtenir par l'analyse de la jurisprudence. Est-ce que l'affaire est difficile? On va regarder, toujours dans cette même histoire, si en général les demandeurs perdent, l'affaire est sans doute une affaire difficile. Si en général les demandeurs gagnent, c'est sans doute une affaire facile. Donc j'envoie mon junior ou mon stagiaire pour les affaires faciles et je garde mes meilleurs avocats pour aller pour les affaires difficiles. C'est des informations qu'on n'avait pas avant. Ça va changer complètement la manière dont on aborde le droit. Puisqu'on peut avoir de nouvelles informations qu'il faut savoir prendre de manière critique, mais sur quel est l'état du droit avec des données chiffrées. À la Cour de cassation, maintenant, on est plus loin pour avoir une... Donc, vous savez, quand il y a un dossier qui rentre, vous avez un mémoire ampliatif qui rentre. Après, la Cour de cassation doit désigner un juge rapporteur. Le temps que ça prend entre l'entrée du mémoire ampliatif et la désignation du juge rapporteur, aujourd'hui, c'est entre 1 mois et demi et 3 mois. Donc, ils ont demandé si on pouvait travailler pour automatiser cette désignation du juge rapporteur. Alors, ils nous ont donné accès avec l'accord de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation au Conseil d'État, non seulement, évidemment, aux décisions qui ont été prises les dernières fois pour choisir le juge rapporteur, et au mémoire ampliatif. Donc, on a travaillé avec l'École polytechnique. Je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est pas nécessairement, on n'a pas le temps et qu'on a tous envie de faire autre chose. Mais en gros, maintenant, ce qu'on est capable de faire, c'est d'identifier dans le mémoire ampliatif de manière automatique la question juridique qui doit être tranchée. Là où les questions juridiques qui doivent être tranchées. Sur cette base, de faire une garde de triage qui va permettre de déterminer dans quelle chambre et quelle section devrait idéalement être en charge du traitement du dossier, et donc quel juge rapporteur il y a lieu de désigner. Est-ce que c'est un spécialiste de droit civil, de droit social, de choses comme ça. Et on a fait des tests d'attribution de tâches dans ce cadre-là, et aujourd'hui on est quand même, avec le modèle Flaubert qu'on a développé, on est à 83,7% ou 83,3% de résultats dans le test. Donc dans 83,3% des cas, on attribue le bon dossier, le bon mémoire ampliatif au bon juge rapporteur, et ça prend exactement 8 secondes. On peut augmenter et arriver à 92%, mais alors il faut faire tourner la machine pendant 1 jour et demi. Donc du coup, c'est plus raisonnable de prendre la formule 8 secondes en ayant un taux d'erreur plus important. Donc ça change le fonctionnement même de la Cour, puisque maintenant, vous allez avoir... on arrive de plus en plus à aller sur quelque chose où on ne va pas simplement sur un décompte, où on arrive à discuter de la question juridique, à extraire la question juridique, et sur cette base-là, à distribuer le dossier. Et je pense que ça, c'est ce qui va arriver de plus en plus, le minage des arguments, ce qui est un domaine un peu en ébullition pour l'instant, qui va beaucoup plus intéresser les juristes, qui va permettre de travailler non plus simplement sur on compte le nombre d'affaires, on compte le nombre de victoires, enfin toutes des choses qui sont en fait essentiellement des stats, mais on a de plus en plus de travaux qui réussissent à extraire les arguments qui sont utilisés. Donc au lieu de poser la question de savoir
combien d'affaires ont été gagnées, quelle était la moyenne quelle a été la moyenne des montants qui ont été alloués. On va pouvoir essayer de déterminer si dans tel type de cause, tel ou tel type d'argument a été plus ou moins victorieux. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va changer très très fort la manière dont dans 15 ans les gens apprendront à faire du droit et à interroger la donnée judiciaire. Et les décisions qu'on prend maintenant sur comment est-ce qu'on crée ces bases de données délimitent et prédéterminent finalement le type d'analyse ou le type d'usage qui pourra en être fait. Donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose C'est un choix politique. Qui est un choix politique, absolument. Et voilà, je voulais juste insister sur cet élément-là en réponse, parce que quand on voit tout ce qu'on peut déjà faire, quand on imagine tout ce qu'on pourra faire, on se dit quand même, en tout cas moi je me dis, que ça m'arrange bien, en fait, que j'ai quand même des textes de plus en plus durs qui me permettent d'avoir des choix sur est-ce que j'ai envie que mes données soient publiées ou pas. Parce que l'exemple que tu donnes avec la médecine, c'est un bon exemple, parce que les données médicales, c'est des données qui ne concernent que moi. Donc les personnes aient le choix de partager leurs données ou pas. Ça a du sens que ce soit eux seuls qui décident. Par contre, la publicité des décisions de justice, c'est différent. Parce que la décision de justice, je vois que la Cour européenne des droits de l'homme donne la possibilité aux demandeurs, mais la décision de justice, elle ne lui appartient pas aux demandeurs. Si la décision est mise à disposition du public, ce n'est pas parce que chaque partie a émis son accord, c'est parce qu'en réalité, on considère que la justice doit être rendue publiquement et que ça sert à un intérêt public. Et donc là, je pense que ce n'est pas tout à fait la même question que dans le cas médical. C'est un peu comme... tu vois, comme la liberté académique, les professeurs ont la liberté académique, ce n'est pas un privilège, c'est un droit qu'on leur octroie pour garantir la qualité d'un système.